Bienvenue. Avec Opaline et Céleste, décryptez les mythes et les légendes. Partez à la rencontre des fantômes célèbres. Des histoires pour vous faire frissonner ou pour vous faire sourire. Des débats, des témoignages, des questionnements. Saupoudrés d'un soupçon de magie. Une chose est sûre, vous n'en ressortirez pas totalement indemne. Changez de point de vue, élargissez vos horizons pour adopter un autre regard. Coucou les amis, ici Céleste. On va aborder aujourd'hui la Dame Blanche des chutes de Montmorency. Alors, cette chute d'eau est située à l'embouchure de la rivière Montmorency. Donc là, on traverse l'Atlantique, on est au Canada. Elle se déverse par le rivage dans le fleuve Saint-Laurent, à l'extrémité de l'île d'Orléans. Donc là, on est vraiment tout près, du coup, de Québec, puisque cette île est partagée entre la ville de Québec et la municipalité de Bois-Châtel. Donc cette chute d'eau, en fait, elle est d'une hauteur de 83 mètres, donc elle est encore plus haute de 30 mètres que les fameuses chutes du Niagara. Et la profondeur du bassin au pied de cette chute est d'environ 17 mètres. Donc ça doit être vraiment spectaculaire à voir. Donc, est liée à cette chute d'eau une légende d'une dame blanche. Alors, pour petit rappel, les dames blanches sont généralement des apparitions de jeunes femmes habillées en clair ou en blanc, qui rôderaient sur des lieux d'accident pour prévenir ou, de l'autre côté, pour emmener avec elles dans la mort des personnes qui passeraient. Donc on pense aux dames blanches qu'on peut voir sur le bord des routes, aux dames blanches sur des lieux de massacre, des choses comme ça. Donc là, on va voir que cette légende de la Dame Blanche, du coup, est associée à des grands moments de l'histoire du Canada, notamment en fait aux grandes victoires militaires de la France contre le général britannique James Wolfe. Donc là, on remonte très loin en arrière, puisque cette histoire, du coup, prend place en été 1759. Donc on est dans ce qu'on appelle la guerre de 7 ans. Et là, on a un couple d'amoureux, Mathilde Robin et Louis Tessier. Donc ils sont profondément amoureux, ils ont l'habitude d'aller à cette chute d'eau, ils ont prévu de se marier. Et la jeune femme, du coup, pour l'occasion, se fait une robe blanche magnifique qu'elle compte porter le jour J. Mais le 31 juillet 1759, le fameux général britannique James Wolfe lance une attaque à Beauport, au pied de cette fameuse chute de Montmorency. Donc là, ce qu'il veut faire, lui, c'est prendre du coup un camp retranché français qui se situe au sommet de l'escarpement. Donc la pente, elle est très raide, puisqu'on est vraiment sur une chute qui est très très haute, je rappelle qu'il y a 83 mètres. Donc pendant qu'il est en train de monter avec ses hommes, il y a un orage qui éclate. Et du coup, l'eau et la poudre de fusil ne faisant pas bon ménage, il se retrouve avec la poudre à canon qu'il avait emmenée avec lui, complètement inutile. Les Français, eux, par contre, sont dans leur fort, donc n'ont pas du tout ce problème à cause de l'orage. Donc l'attaque britannique est un échec. Les Britanniques perdent environ 210 soldats, alors qu'il y a environ 70 morts du côté des Français. Malheureusement, Louis Tessier, donc le fameux amoureux de Mathilde, fait partie des victimes françaises. Alors là, on a différentes versions de la légende. On a une version qui dit que, ayant appris la victoire française, Mathilde retourne sur les lieux pour retrouver et féliciter Louis, mais qu'elle tombe sur le corps inanimé de son amoureux. Dans une autre version, c'est le colonel qui va au village et apprend à Mathilde la nouvelle. Donc là, on ne sait pas trop effectivement ce qu'il en est. Dans tous les cas, Mathilde n'arrive pas à supporter vraiment la perte de son amoureux. Et du coup, pendant que tout le village fête l'éclatante victoire française, elle va chez elle, elle revêt sa robe de mariée et son voile, et elle va se jeter du haut des chutes d'eau dans un gémissement assourdissant. Et depuis, on voit parfois, apparemment, si on va de nuit aux abords de cette cascade, on peut voir une forme blanche, assez fine, errer tristement sur les lieux.
On dit, du coup, qu'au moment où Mathilde s'est jetée dans le tumulte de l'eau, son voile s'est détaché et s'était posé sur un rocher. Donc quand les fameux gens qui habitaient le village de côté de Beauport, donc ça c'est le village de Mathilde, Robin, se sont rendus à la cascade le lendemain et ils ont découvert une nouvelle cascade a été apparue. Et cette fameuse cascade-ci, on l'appelle le voile de la mariée. Elle se trouve juste à gauche des fameuses chutes de Montmorency. La légende rapporte que si on passe par les chutes de Montmorency de nuit, on peut apercevoir une jeune fille en robe de mariée qui se baladerait en haut des chutes sur la crête. Il arrive même qu'on puisse l'entendre gémir jusqu'à la ville de l'île d'Orléans. Et peut-être même, apparemment, on peut l'apercevoir quelquefois au pied de la cascade, dans ce qui semble être une robe entièrement composée de fines gouttelettes d'eau et d'écume. Alors il y a un petit, on va dire un petit, petite accroche à cette histoire. Alors, il se peut que vous arriviez à approcher de cette silhouette, mais il ne faut absolument pas toucher la fameuse robe de Mathilde, car quiconque touche cette robe meurt brutalement quelques jours plus tard. Donc on peut regarder, mais de loin. Alors, il y a quelque temps, la Poste canadienne a émis une série de timbres qui s'appelait le Canada hanté. Donc il y avait un fameux timbre que je vous ai mis en peu de l'épisode représentant l'histoire de la chute de Montmorency. Et du coup, la Poste canadienne sur son site indique, je cite, « Selon la légende, la jeune femme habitant l'île d'Orléans au XVIIIe siècle avec son fiancé, alors que ce dernier a été tué durant une bataille contre les forces britanniques. En apprenant l'horrible nouvelle, elle a enfilé sa robe de mariée et se jeté du haut de la chute de Montmorency. » Donc voilà un petit peu le fond de l'histoire. Maintenant, si on scrute d'un peu plus près cette histoire, il y a des choses qui un peu m'interpellent. Plusieurs choses. Déjà, les historiens se sont penchés sur les documents qui relatent cette histoire, sur les archives militaires, sur les listes d'enrôlement, les choses comme ça. On ne trouve pas de volontaire nommé Louis dans ces archives pour l'année 1759 ou 1760, que ce soit dans l'armée britannique, dans l'armée française. Il n'y a aucune trace d'un Louis. Il n'y a pas non plus de documents listant, et malheureusement qu'il existe de documents qui listent les miliciens canadiens, donc ceux qui sont les volontaires qui se sont engagés aux côtés des Français. Donc là, on peut admettre que Louis pourrait être l'un d'eux, puisqu'il pourrait être un villageois qui est parti se battre avec les Français. Alors, à savoir qu'il y a toujours des identifications en cours via l'ADN et la généalogie sur les rescapés et les descendants des hommes qui ont péri durant cette bataille. Du côté français, quand on regarde les archives militaires, il y a très peu de tessiers en fait dans les rangs. Le seul tessier qu'on trouve au Canada pour l'armée française dans ces moments-là, c'est un certain Jean Tessier, qui lui a 26 ans et finit par être blessé. Donc non pas à la bataille de Beauport, mais à la bataille des plaines d'Abraham, qui a eu lieu le 13 septembre 1759, donc on est plus tard que celle de la bataille de Montmorency. Alors, il n'y a pas non plus de Mathilde Robin dans des documents, des recensements de la population, des choses comme ça, parce que les documents sont très difficiles à trouver. Il n'y a pas de traces de Mathilde Robin. Et la chose la plus, on va dire, symptomatique, on va dire au niveau mode, le port du voile pour une mariée n'est pas apparu du coup avant le mariage de la reine Victoria en 1840. Donc là, on est presque 90 ans plus tard. Donc dans ces années du coup 1759, on ne portait pas du tout de voile quand on se mariait. Donc ça se montre bien que l'histoire au fil du temps a été transformée, remodelée, réécrite avec les us et coutumes de l'époque. Donc voilà. J'ai essayé également de trouver des témoignages directs de gens qui avaient vu des choses dans des articles de presse, des choses comme ça. On ne trouve pas d'articles de presse, de blogs relatant des témoignages du coup de visu, des témoignages directs de cet événement et de cette Dame Blanche. Donc c'est une histoire, c'est une belle légende, une légende comme on les aime. Est-ce qu'il y a un fond de vérité? Ça semble être difficile de prouver ce qui s'est passé. La seule chose certaine, c'est qu'il y a bien eu une bataille, que les Français ont bien gagné.
Après, voilà, le reste, j'ai envie de dire, n'est que littérature. On n'a pas trop de preuves, on n'a pas du mal à trouver des témoignages récents, documentés, des photos, des vidéos, des témoignages de gens qui sont dans la presse. Donc je vous laisse faire votre propre idée et j'espère que du coup, vous avoir transporté un petit peu au Canada avec moi. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.